Bienvenue dans le débat. Ce soir, la question kurde, cette problématique qui se pose pour Ankara depuis le tout début de la guerre civile syrienne, mais avec plus d'urgence encore depuis quelques jours, depuis samedi et l'attaque meurtrière de Gaziantep. Ankara est sur l'offensive, et non seulement contre l'organisation de l'État islamique, mais aussi contre l'ennemi des djihadistes, les forces syriennes kurdes. Le récit de Nabia Makloufi. Une colonne de fumée noire au-dessus de Jarablous. Dès les premières lueurs du jour, une pluie d'obus s'est abattue sur la cité syrienne, assiégée par les djihadistes de l'organisation État islamique depuis 2013. Une riposte de l'armée turque au bombardement un peu plus tôt sur la localité de Karkamis, en état d'alerte. Des patrouilles de police sillonnent les rues, tandis que la population est évacuée par précaution. À l'extérieur de la ville, l'armée turque a installé ses chars le long de la frontière avec la Syrie. Quelques heures plus tard, les djihadistes répliquent, et cette fois-ci, c'est la ville frontalière de Kilis, côté turc, qui est visée. Mais par chance, les projectiles n'ont fait aucune victime. On était en train de récolter des épis de maïs lorsqu'on a entendu un bruit dans le ciel. On a eu peur, alors on s'est caché sous le tracteur. On a juste senti des débris nous retomber dessus. En plus de Jarablous, l'artillerie turque a également bombardé les positions kurdes YPG autour de Manbij. Épaulées par Washington, ces milices ont déjà repris la majeure partie de la ville aux djihadistes le 9 août dernier. Elles souhaitent désormais reprendre Jarablous, mais Ankara y voit l'ambition de créer une entité kurde dans le nord de la Syrie. Nous devons conserver l'intégrité territoriale de la Syrie. Elle doit être protégée et ne peut pas reposer sur des fondements ethniques. Pas de Kurdes ni de djihadistes, Ankara a l'ambition d'installer des rebelles syriens dans le nord du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des centaines d'entre eux se sont massés du côté turc de la frontière avec la Syrie ces derniers jours. Objectif, reprendre au plus vite Jarablous. Et on en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Ali Onaner, qui est maître conseiller à l'ambassade de Turquie en France. Bonsoir, merci beaucoup d'être là avec nous. Franck Sessen également, avocat, membre de l'Institut kurde de Paris. On est ravis de vous recevoir. Avec moi également Marc Semo, qui est journaliste du Monde et en charge des questions diplomatiques et un spécialiste de la Turquie, puisqu'il y a passé beaucoup de temps, auteur aussi d'un bouquin, La Turquie, la révolution du Bosphore. Et puis Antoine Basbous, qui est directeur de l'Observatoire des pays arabes et auteur du Tsunami arabe. On est ravis également de vous recevoir. Tout d'abord, Antoine Basbous, on sent que cette offensive contre Jarablous, juste de l'autre côté de la frontière, se prépare. On soupçonne l'organisation de l'État islamique d'avoir été derrière cet attentat contre Gaziantep ce week-end, peut-être parce que les djihadistes sentaient que cette offensive allait venir de ce côté-là de la frontière avec la Turquie. Est-ce que vous sentez, alors qu'Ankara prépare cette offensive, que cette bataille pour cette ville pourrait représenter un tournant dans la guerre civile syrienne? L'enjeu de cette bataille est une course au contrôle de ce qui reste entre deux cantons kurdes, celui de Hasakeh et de Kobané et celui de Ifrin. Donc, les forces kurdes, ou le FDS dominé par les forces kurdes, ont pris Manbij, avaient promis d'aller marcher sur Raqqa aux Américains, ce que les Américains avaient répété aux Turcs. Et finalement, les FDS se sont retournés vers le nord, donc pour contrôler cette partie entre Elbab et Jarablous et faire la jonction entre le canton de Ifrin et l'est du Kurdistan syrien. Les Turcs n'en veulent pas. Ils trouvent tous les prétextes qu'il faut pour devancer les FDS et prendre le contrôle et empêcher cette jonction que Ankara ne veut sous aucun prétexte. Ali Onaner, le but d'Ankara dans cette opération, dans cette offensive contre Jarablous, n'est pas tellement de déloger l'organisation de l'État islamique que d'empêcher les forces kurdes de prendre la ville eux-mêmes. Non, on peut résumer de la façon suivante. Le but de la Turquie est d'éviter qu'un quelconque groupe en Syrie ne prétexte sa prétendue lutte contre Daesh pour effectuer une épuration ethnique dans une certaine partie du territoire au nord de la Syrie ou d'élargir son territoire d'influence. La Turquie n'a bien sûr aucune visée sur aucune partie du territoire syrien. La priorité de la Turquie est le respect total de l'intégrité territoriale de la Syrie. Mais nous avons depuis le début attiré l'attention de nos alliés
d'abord à l'incohérence d'essayer d'utiliser en partie un autre groupe terroriste, c'est-à-dire le PKK, dans la lutte prétendue de ce groupe contre Daesh. Donc si nos alliés veulent lutter contre l'organisation terroriste Daesh contre laquelle nous luttons avec eux, l'idée d'utiliser le groupe terroriste PKK dans cette lutte prétendument contre Daesh était une fausse bonne idée. Nous avons attiré leur attention. D'ailleurs, l'évolution actuelle montre que nos amis américains ont peut-être fait une erreur ou se sont laissés berner par ces terroristes du PKK parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, ces groupes n'avancent pas comme ils l'avaient promis aux Américains vers le sud, mais tentent de continuer leur épuration ethnique vers le nord. Et je pense que n'importe quel pays de la région s'opposera à cette évolution contre nature au nord de la Syrie. Marc Semo, si les Américains se sont appuyés justement sur les forces kurdes dans le nord de la Syrie, c'est la même raison pour laquelle ils l'ont fait en Irak, c'est que les forces kurdes ont tout simplement été les plus efficaces. Disons qu'elles sont les seules sur le terrain, mais évidemment, les forces kurdes syriennes, qui sont par ailleurs organiquement liées au PKK, c'est-à-dire aux forces des rebelles kurdes de Turquie, côté turc, ont évidemment leur propre agenda. Et comme on le rappelait tout à l'heure, leur idée est d'arriver à faire le long, ou sur la plus grande partie des 800 km de frontières, d'obtenir une continuité territoriale, donc de désenclaver ce canton d'Afrin, qui actuellement était vers l'ouest assez isolé, pour le rattacher au reste du Kurdistan syrien et faire donc cette bande homogène sur ce qui serait à peu près les 2/3 de la frontière. Et évidemment, pour des raisons diamétralement opposées, les Turcs ne peuvent pas l'accepter. Alors, par ailleurs, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que le facteur kurde est en train de changer la donne. C'est-à-dire, aujourd'hui, le régime a commencé à lutter, alors que jusque-là, il avait été plutôt allié objectif des Kurdes syriens, contre la rébellion. Le régime est en train de lutter contre les Kurdes. Le régime syrien. Le régime syrien. Il les a bombardés avec une mise en garde des États-Unis. La Turquie, évidemment, pour elle, c'est son ennemi prioritaire. Mais l'Iran aussi considère de plus en plus que ces rebelles kurdes syriens, liés au PKK, liés au PAJAK, qui est le mouvement kurde en Iran, représentent un danger. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de pression convergente des principaux acteurs de la région, qui jusqu'ici étaient dans des camps totalement opposés, pour dire attention, la priorité, c'est l'intégrité territoriale de la Syrie. Et ce qui est significatif, c'est que l'ensemble de l'opposition, depuis les quelques vagues laïques qui restent de l'armée syrienne libre jusqu'aux islamistes les plus radicaux, disent attention aux dangers kurdes. Donc on est en train de voir une espèce de basculement, et avec ce paradoxe, des États-Unis qui, pour le moment, sont à peu près les seuls qui, vaille que vaille, soutiennent encore les Kurdes. C'est relativement facile pour les Américains, puisqu'ils sont loin. Mais comme le rappelait Marc Semo à l'instant, les régions justement concernées, où les Kurdes sont présents, sont bien contents de se reposer sur les forces kurdes quand cela les arrange. Quand les Kurdes commencent à parler de leurs aspirations territoriales, d'intégrité territoriale, d'avoir une partie du pays à eux, tout d'un coup, ça inquiète. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans le nord de la Syrie actuellement. C'est absolument cela. Je crois que là, on est en train de créer une espèce de fantôme kurde qui menacerait tout le monde. Il y a lieu de rappeler quand même que les Kurdes ne sont pas venus dans ces régions-là. D'ailleurs, que tous les membres de Daesh, sans exception, sont passés par la Turquie. Avec le regret que, je dois dire à notre ami qui représente ici la Turquie, première chose, on est venu nous agresser sur nos terres, devant nos portes. Au-delà de ça, en dehors de cette question syrienne, notre revendication identitaire ne date pas d'hier et ne date pas de ce conflit. Sauf que tant que le monde extérieur ne s'intéressait pas à ce qui se passe à l'intérieur de la marmite, ben nous subissions toutes les oppressions. Les Kurdes profitent justement dans le nord de la Syrie maintenant. Ils ont annoncé cette région fédérale autoproclamée et comme on le rappelle à l'instant, veulent profiter de ce chaos pour créer cet espace. L'aspiration de Kurdes à reconnaître sur leur propre territoire autochtone un statut est ancien. Saleh Muslim, le représentant des Kurdes de Syrie EPG, est allé en maintes reprises rassurer l'Ankara sur absence totale d'une séparation de la Syrie. Alors, qu'est-ce que j'entends? Que le Kurde serait l'élément de danger, de nettoyage ethnique. De grâce. Ça me rappelle le génocide arménien.
Il y en a qui sont plus spécialistes que nous. Et d'ailleurs, tous les groupes aujourd'hui armés sur le territoire du Kurdistan de Syrie, qui se regroupent avec les Kurdes, ne sont pas que des Kurdes. Il y a des Assyriens, il y a des Chaldéens, il y a des Turcomanes. Toute la population, chacun a créé son milice avec l'aide et le soutien kurde. Je n'ai pas vu de ce groupe-là, ni de leurs représentants, un quelconque nettoyage ethnique. Et puis, quand même, il y a une ambivalence. La Turquie, d'un côté, nous dit « Ah, ben, il ne faut pas toucher aux frontières ». De l'autre côté, elle se mêle de tout ce qui ne le regarde pas de l'autre côté de la frontière. La Turquie, jusqu'à aujourd'hui, arme l'opposition syrienne. La Turquie, jusqu'à hier, exigeait le départ de Hafez Assad par la force. Aujourd'hui, la donne a changé. Nous comprenons. Si vous permettez, Ali Onaner. je vais répondre. Donc, je pense que vous l'appeliez épuration ethnique ou pas. C'est pas moi. Mais votre mauvaise connaissance de l'histoire, notamment de l'appellation de différents génocides, montre que vous pouvez faire des erreurs. Mais cependant, les Kurdes de Syrie sont bien sûr installés dans cette région depuis très longtemps. Mais M. Salih Muslim et le PYT ne représentent en aucun cas la totalité des Kurdes de Syrie. Ça, c'est une chose importante. Comme d'ailleurs le PKK ne représente en aucun cas les Kurdes de Turquie. Ça, c'est une chose qu'il faut de toute façon retenir. Ensuite, que vous l'appeliez épuration ethnique ou pas, un élément très important qui a permis, même aux Américains les plus sceptiques, de comprendre les volontés que monsieur vient d'avouer au tout début de son intervention d'ailleurs, les revendications identitaires. Donc ces revendications identitaires, comme monsieur vient de l'avouer, priment avant toute prétendue lutte contre Daesh, à tel point, élément très concret, comme je disais, qui a permis aux Américains de comprendre en partie leur erreur, à Manbij, quand les forces démocratiques syriennes dans laquelle la force de PYD liée au PKK est majoritaire, après avoir déplacé Daesh, d'ailleurs sans les attaquer, sans les éliminer, juste leur demander de partir gentiment, mais on en reparlera si vous le voulez. La première chose qu'ils ont fait, après avoir demandé à Daesh de partir, c'est d'aller au registre d'état civil et de détruire ces registres. Et ça, c'est l'histoire que vous prétendez connaître, le prouve, l'élément premier de chaque force, de chaque dirigeant initiant une épuration ethnique. Pourquoi une force prenant le contrôle d'une ville, sa première réaction en tant qu'administration ayant pris le contrôle de la ville, détruit les registres d'état civil. C'est suffisant pour même inquiéter les Américains qui, malheureusement, je le dis ouvertement ici, sont les seuls naïfs à croire qu'il faut toujours coopérer avec le pays grec. Antoine Basbous, on comprend les inquiétudes d'Ankara face à l'idée d'une région autonome kurde en Syrie. Pour revenir à ce qui vient d'être dit par Franck Sessen, il y a eu tout de même cette ambiguïté, cette ambivalence de la part d'Ankara depuis le début du conflit syrien. On ne sentait pas trop de quel côté allait se ranger Recep Tayyip Erdogan par rapport au régime syrien et notamment par rapport à l'organisation de l'État islamique. Ça a pas mal compliqué la chose, surtout au début du conflit. Écoutez, il y a eu plusieurs temps dans la position d'Erdogan. D'abord, il voulait que Assad se réforme. Il lui a envoyé, traduites en arabe, toutes les réformes qu'il a appliquées en Turquie. Il a envoyé ça avec le chef des renseignements, puis avec Davutoglu, et Assad n'avait aucune intention de réformer, il voulait se maintenir au pouvoir. Et à ce moment-là, Erdogan a voulu se débarrasser d'Assad. Mais il n'a pas été suivi ni par les Américains, ni par les Européens. Troisième temps, Erdogan a voulu se venger un peu. Et à ce moment-là, il s'est dit, bon, je vais laisser la Turquie comme une autoroute des djihadistes. Et à ce moment-là, la Turquie, qu'on le dise, qu'on le reconnaisse ou pas, a été de facto l'autoroute des djihadistes vers la Syrie et l'Irak. Après, les djihadistes, une fois installés, se sont sentis trahis. Ils sont retournés contre Erdogan. Et maintenant, Erdogan n'a pas aimé que les Kurdes alliés à Assad, parce que quand même, c'est une situation complexe. Le parti basse, quand il s'est installé au pouvoir en Syrie et en Irak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étranglé les Kurdes, il les a dépossédés, il a implanté des colons arabes sur leurs terres pour les séparer, les Kurdes de Turquie, les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak. C'est de la colonisation. Ils ont créé des kibbutz. Et donc, où est-ce qu'on met le curseur?
il y a 100 ans, ces terres étaient totalement kurdes. Bon, après, il y a eu l'épuration de la part des parties basses. Et quand Assad a eu besoin des Kurdes, il les a aidés, il s'est retiré, il leur a laissé des dépôts d'armes et des chars et tout ce qu'il faut pour se défendre, parce qu'ils étaient ses alliés objectifs. Assad, au final, veut avoir un Alaouistan élargi. Il n'est pas fou, il sait que la Syrie ne reviendra jamais telle qu'elle était. Et pour amorcer cette partition ou ce fédéralisme avec la terminologie kurde, il fallait aider les Kurdes à s'installer, à avoir leur fédération ou leur Rojava ou leur canton, et à partir de là dire qu'on ne peut plus vivre ensemble de façon fusionnelle, chacun est chez soi. Donc Assad a jusque-là, jusqu'à il y a encore une semaine, soutenu le PYD, et quand Erdogan est allé en Russie, plutôt à Saint-Pétersbourg, c'est à ce moment-là que Erdogan a dit « il faut que je donne des signaux » à Assad, et Assad a renvoyé l'ascenseur en bombardant les Kurdes. Alors on va y revenir dans un tout petit moment, on va faire une petite pause, quelques instants seulement, et on se retrouve pour la deuxième partie du débat tout de suite. Excusez-nous, on fait juste une petite pause.